Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo consacrée au match Olympique lyonnais-Paris Saint-Germain. Le match aura lieu dimanche à 20h45 sur DAZN, mais aussi vous pourrez le suivre en commentaire live sur ma chaîne. D'ailleurs, je vous demande un petit service les amis, vous allez dans l'onglet en direct, vous cliquez sur la vidéo et vous pouvez faire comme les personnes qui m'ont fait l'amitié de mettre un like ici, ce qui permet au référencement de la vidéo. Ça coûte rien et ça fait plaisir. Alors ce match est très important déjà pour essayer de voir où en est notre équipe après presque 3 semaines de coaching de Paulo Fonseca, après des débuts compliqués face à Marseille, mais bon, il était là depuis 3 jours, on ne va pas le juger là-dessus. On a enchaîné 2 victoires larges, pas forcément convaincantes de la première à la dernière minute, mais certains voient déjà des effets Paulo Fonseca indiscutables. Alors, on peut reconnaître la très bonne utilisation de Tolisso beaucoup plus haut sur le terrain qu'avec Pierre Sage. On peut aussi noter que l'équipe ne change pas, il démarre toujours avec le même 11 et s'y tient. Finalement, le fait de venir du banc, Almada et Fofana, ça permet d'avoir une sorte de second souffle. Alors qu'évidemment, si vous les titularisez, vous rentrez Nuama et je ne sais pas quel milieu de terrain, forcément, vous aurez moins d'impact en deuxième mi-temps. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. On remarquera aussi qu'il fait ses changements plus tôt que dans les premiers matchs, où il avait d'ailleurs été un peu critiqué sur le fait de ne pas avoir réagi plus tôt. Après, sur les fondamentaux défensifs, bon, alors on a pris qu'un but sur les 2 derniers matchs, donc on pourra dire la défense est meilleure, mais bon, il faut aussi voir quand même les adversaires. Reims, en chute libre, qui n'a pas gagné un seul match en Ligue 1 depuis 4 mois. Montpellier, dernier du championnat, donc évidemment, c'est difficile de tirer des enseignements sur ces 2 matchs. Bon, donc on va voir face au PSG ce qu'il fera. Quel 11 il va aligner? Est-ce qu'il va continuer avec un 4-2-3-1 ou un 4-3-3 avec un Tolisso offensif? Ou est-ce qu'il va peut-être jouer plus la sécurité, notamment en redescendant Tolisso devant la défense et en mettant Verretou en numéro 8 avec un peu moins, enfin même beaucoup moins de percussion offensive, mais peut-être plus de travail défensif. Alors, je vous ai interrogé par sondage. Vous avez été presque 600 pour le moment à voter. Vous pouvez toujours le faire, évidemment, pour vous demander, à votre avis, quel sera le résultat du match contre Paris. Vous avez été 21% à envisager une victoire de l'OL, mais j'ai vu dans les commentaires que certains ont voté Lyon, on va dire, plus par supporterisme que par décision complètement raisonnée. 19 à envisager un match nul et quand même une grande majorité. C'est quand même des supporters de l'OL qui votent. Donc quand les supporters eux-mêmes voient à 60% l'adversaire gagner, bon, on va pas se mentir, la confiance n'est pas folle et malheureusement, cette confiance pas folle, elle se retrouve dans les prestations récentes entre les 2 équipes. Alors l'OL a retrouvé un petit peu de couleur, vous voyez, 2 victoires dans les 2 derniers matchs. Avant cela, il y avait eu toute une série de défaites et de matchs nuls, qui faisaient suite d'ailleurs, on va dire, à des résultats plutôt corrects, même si malheureusement on s'était déjà fait fesser par le PSG. Le PSG, lui, est intouchable depuis, on va le voir, depuis le mois de novembre. Bon, ils ont eu un passage à vide avec 2 nuls, notamment contre Auxerre et Nantes, et une défaite au Bayern, mais alors depuis, on va dire, le début du mois de décembre, ils sont intouchables, ayant mis même des roustes, une rouste à Brest, une rouste à Monaco, alors face au Mans, ça c'est logique, 5-2 à Brest, 4-1 à Stuttgart, bon, vraiment 4-2 à City, face à City, donc vraiment totalement injouable. Donc l'historique récent des confrontations entre nous et le Paris Saint-Germain, là aussi, ne plaide pas du tout en notre faveur. En Ligue 1, cette saison, on prend 3-1, et je dirais que le score aurait pu être largement plus élevé. Idem en finale de la Coupe de France. 2-1, avant cela, on prend 4-1, après avoir pris déjà 4-1, enfin bon bref. Il faut remonter à avril 2023 pour trouver une victoire de l'Olympique lyonnais face à Paris. 1-0, but de Barcola d'ailleurs sur une passe de Koumbedi.
sous Laurent Blanc d'ailleurs, mais c'était un Paris Saint-Germain, pourtant avec Mbappé, Messi, Neymar, mais on va dire qui n'était pas au top de sa qualité de jeu. Avant cela, et bon, je dirais historiquement, on a eu des résultats plutôt corrects face au PSG. On le voit ici, une victoire encore à Paris 1-0. Avant cela, eh bien, une victoire ici 2-1. Je crois que c'est même Nabil Fekir qui marque sur un coup franc incroyable. Bon, historiquement, on n'a pas été si mauvais, mais il faut bien dire, sur les dernières prestations, c'est pas bon du tout. Alors pourquoi c'est pas bon, et notamment sur ces confrontations récentes, c'est que le PSG a une équipe qui nous pose énormément de problèmes, tout simplement par le profil de ses joueurs. On voit là, c'était face à Brest, 4-3-3 avec Donnarumma dans les buts, Pacho, Marquinhos en défense centrale, Hakimi qui fait une très très grosse saison et qui est un latéral extrêmement offensif, tout comme Nuno Mendes d'ailleurs, très offensif. Ce milieu de terrain très efficace, Neves à la récupération, à la création, Vitinha à la création, à la récupération. Alors parfois c'est Ruiz, parfois c'est Zahir Emery, mais je crois que Zahir Emery, il joue pas aujourd'hui. Est-ce qu'il jouera dimanche? C'est possible aussi. Mais enfin, des profils un petit peu similaires, c'est-à-dire des joueurs capables de récupérer, mais aussi de donner des bons ballons devant. Devant, on retrouve Barcola, Dembélé et Désiré Doué. Ces trois joueurs-là font également énormément de travail de récupération et ils sont pas maladroits de leurs pieds. Donc, écoutez, quand vous avez tout ça en face de vous, c'est très compliqué parce qu'on a des joueurs avec des jeunes jambes, des joueurs rapides, des joueurs qui sont bons dans les petits espaces. Et évidemment, avec notre équipe de dinosaures, on est un petit peu embêté, voire même très embêté, ne serait-ce que pour relancer le ballon. Vous vous souvenez, Tolisso qui se fait piquer le ballon sur une relance courte, des ballons perdus aux abords du poteau de corner, tout de suite projection vers le but, bref, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Est-ce qu'on est capable de faire mieux que ce qu'on a fait? J'aurais tendance à dire que ça paraît quand même assez difficile. Qui plus est, le scénario des matchs, malheureusement, tendance à se répéter. Et ce scénario, il est mortel, puisque on prend des buts en début de match, et d'après, on court derrière le score, et on se prend des buts au contre-attaque. Alors, on va prendre le match de cette saison, et on le voit déjà au bout de 14 minutes, il y a 2-0. Et si on se souvient bien, à la 20e minute, Kang In Lee rate une occasion toute faite. Donc après 20 minutes, il peut y avoir 3-0. Alors Mikotadze réduire le score, et puis après, en deuxième mi-temps, malheureusement, on n'existe pas. Sur la finale de la Coupe de France, on retrouve exactement le même scénario. 2-0 au bout de 34 minutes de jeu. O'Brien réduit le score, et puis derrière, on ne fait pas grand-chose. Et lors de notre dernier déplacement à Paris, 2-0 au bout de 6 minutes, 3-0 au bout de 30 minutes, Nuama en plante un et on en reprend un dans la foulée. Donc, à nouveau, un scénario extrêmement négatif. On prend des buts en début. On prend des buts en début de match et évidemment, eux derrière, ils surfent derrière ça et on n'arrive pas à revenir. Même quand on arrive à mettre un but, et notamment lors du dernier match, on a un but d'écart, on ne fait pas grand-chose derrière. Alors, dans ce match 4-1 à Paris, il faut se souvenir que Pierre Sage avait été quand même assez critiqué. Pourquoi? Parce qu'il avait envoyé une équipe très offensive en 4-2-3-1 et on avait pris l'eau de toutes parts. Alors après, on a fait du 4-3-3. Donc, c'était moins, je dirais, transpercé de partout. Mais il me semble quand même que par rapport à la saison dernière, le PSG est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace dans son pressing. Et ça, évidemment, avec les joueurs qu'on a, qui évidemment, face à des petites équipes, ont tout le temps pour jouer, il n'y a pas de pressing, donc on y va. Mais dès que vous avez une équipe qui fait du pressing, comme Brest, récemment, qui nous avait battu 2-1, nos relanceurs, que ce soit Matic, que ce soit Tolisso, que ce soit sans doute Tessman, ils sont extrêmement en difficulté, mais il n'y a pas que. Les défenseurs centraux, les latéraux, c'est pareil. Donc, très sincèrement, je vois énormément d'armes du côté du PSG et beaucoup de failles du côté de l'OL. Alors je sais, sur une chaîne supporter, c'est pas très malin de dire ça, parce que ça risque de braquer un certain nombre de personnes, mais moi j'essaie d'être objectif. Et pour tout vous dire, j'estimerais déjà que prendre un point face à Paris, ce serait une excellente performance.
Alors je dirais aussi que pour ne rien arranger, eh bien nous avons un entraîneur qui, on va dire, a de hautes ambitions pour l'équipe et notamment à la relance. Et donc il a envie, bah, c'est vrai que parfois on peut balancer dans les tribunes quand on est mis en difficulté, mais lui, il a envie de relancer court. Donc quand je vois Niakhaté, quand je vois Mata, quand je vois Koumbedi, quand je vois Perry, même parfois Tagliafico, que je vois Tessman, etc., je me dis, est-ce qu'on peut vraiment faire de la relance courte avec ces mecs-là? Donc ça, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément. Donc vous le voyez, à ce stade, entre le style de jeu du Paris Saint-Germain, notre style de jeu à nous, le style de joueur qu'ils ont, le style de joueur que nous avons, l'antériorité, parce que je pense que à force de se prendre des tôles, les joueurs, ils arrivent un petit peu déjà battus. C'est humain, hein, c'est humain. Quand vous faites toujours torcher par la même équipe, vous arrivez quand même avec un certain complexe d'infériorité. Donc, je vois pas grand-chose, si vous voulez, qui nous permette de penser qu'on va pouvoir faire une grande performance face au Paris Saint-Germain. Alors après, les amis, un match de foot reste un match de foot. Imaginons, je dis bien imaginons, Nuama part tout seul en contre-attaque. En face, Hakimi un peu en retard, lui fait un croche-dalle, exclusion, vous jouez à 10, enfin à 11 contre 10. Remarquez, ça peut être l'inverse aussi. C'est-à-dire que Koumbedi court derrière Barcola et lui fait un croche-dalle, et c'est lui qui est expulsé. Donc on peut tout imaginer. Bon, le PSG aussi, je dirais que c'est un peu lui qui a les clés du match. C'est-à-dire que s'ils arrivent motivés avec l'idée... Parce que finalement, en France, ils n'ont pas tellement de gros matchs dans l'année. En plus, en Coupe de France, tous les gros sont éliminés. Je crois que le plus gros derrière le PSG, ça doit être Brest. Donc pour eux, c'est quasiment le dernier gros match de la saison, avec la réception de Marseille. Peut-être Nice, si on veut aller loin, ou Lille, mais enfin bon, voilà, je les vois pas spécialement inquiets de jouer ces matchs-là. Vous savez en plus qu'il y a une grosse acrimonie entre le président du PSG et le président propriétaire de l'Olympique Lyonnais, donc ça forcément, ça met de l'huile sur le feu. Donc, moi, je les vois pas arriver en sandales entre deux tours de Ligue des Champions et se dire on va y aller tranquille mimile. Pas du tout. Qui plus est, Barcola, qui est quand même un petit peu insulté, on va pas se mentir, au Groupama Stadium, lui aussi sera sans doute motivé, ses coéquipiers, peut-être pour le faire briller. Bref, il faut avoir beaucoup d'imagination, selon moi, pour imaginer qu'on puisse l'emporter. Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, un match nul, un petit point, ça nous permet de ne pas être décroché, parce que on va le voir tout de suite dans le classement. Le résultat de ce match, quand même, il peut avoir des effets assez délicats pour nous. Alors, grâce à notre victoire à Montpellier, on revient à la 6e place, mais vous voyez quand même 4 points de retard déjà sur Monaco. Alors Monaco qui recevra Lille, donc forcément les deux équipes ne prendront pas les 3 points. Mais malgré tout, on ne pourra pas être dans le top 4 à l'issue de cette journée de championnat, même si on bat le PSG. Nice reçoit Montpellier, donc difficile d'imaginer qu'ils ne prennent pas de points. Et finalement, on sent que Strasbourg vient un peu s'immiscer derrière nous, et ils reçoivent Brest, qui enchaîne les matchs du fait du tour de play-off de la Ligue des Champions, donc qui peut avoir un sentiment de fatigue. Et donc on verrait potentiellement Strasbourg revenir vers nous. On avait soigné notre goal average, mais avec leurs grosses victoires, Monaco est repassé devant nous de ce côté-là, même si ça ne se joue pas à énormément de matchs. Donc voilà, c'est un match très très important. Prendre un point, ça permet de rester à la 6e place et de ne pas être trop loin du top 4. D'ailleurs, d'une certaine manière, est-ce qu'on ne doit pas souhaiter que Monaco et Lille fassent un match nul? Mais une défaite ne nous condamne pas, évidemment. Il reste encore, même si on dit toujours il reste beaucoup de matchs, il n'en restera plus que 11. Alors il y a 33 points à distribuer, c'est pas rien, mais on va dire ça va être quand même assez délicat. Donc voilà, vous le voyez, je suis pas d'un enthousiasme débordant concernant les chances de notre équipe dans ce match, mais ça reste un match de foot. Est-ce que nos joueurs peuvent se transcender? Est-ce que le PSG peut être un petit peu la tête en l'air? Je ne sais pas, moi je n'envisage pas cela. Mais bon, écoutez, on a quand même des joueurs de qualité dans notre équipe.
Est-ce que Paulo Fonseca va trouver un moyen à ce qu'on ne se retrouve pas à 2-0 au bout de 20 minutes comme dans la plupart des matchs récents? Je l'espère. En fait, il faut garder le match à notre portée le plus longtemps possible et puis espérer marquer sur une contre-attaque, sur un coup de pied arrêté, un corner ou je ne sais trop quoi. Parce que un des problèmes du Paris Saint-Germain, c'est qu'ils n'ont pas tellement de taille. Alors nous, on n'a pas tant que ça, mais on a quand même un peu plus qu'eux, donc ça peut être un avantage pour nous. Enfin, ça, ce sera l'éternel débat. Laurent Blanc, quand il gagne à Paris, il fait du catenaccio et il pique le PSG sur une contre-attaque. À une certaine époque, notamment sous Genesio, on battait le PSG en jouant notre jeu, un jeu offensif, etc. Donc, d'une certaine manière, il y a deux écoles. Il y a l'école de on veut la possession, etc. Mais vouloir la possession face au PSG, c'est bien beau, mais encore faut-il le pouvoir. On voulait la possession contre Marseille, on ne l'a pas eu. Donc contre le PSG, qui à mon avis est quand même beaucoup plus fort que Marseille, je vois pas comment on l'aurait. Ou alors on fait du catenaccio en espérant piquer sur une contre-attaque. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Selon vous, quelle est la tactique la plus appropriée? Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne, activer les notifications. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.